Pourquoi les amateurs de basket français semblent-ils s'intéresser davantage à la NBA qu'au championnat de France? Et ce depuis de longues années, c'est pas un phénomène récent. On pourrait même le remonter à 84 et le début de la diffusion sur Canal+. D'après moi, Oui, d'après vous. d'après moi, pas mal de raisons à ça. La première, clairement, on va pas se raconter d'histoire, ça fait plus rêver. C'est-à-dire que les fans de sport, on est tous des passionnés à la base, et tu te passionnes pour ce qui te fait rêver, hein. Mhm. Et la médiatisation de la NBA a mis les joueurs en avant, et dès qu'on a pu vraiment les voir, moi j'étais ado quand ça a commencé, en gros, hein. J'étais pas ado en 84, mais voilà. Après, quand ça a vraiment commencé à être diffusé, j'étais ado. Et ça faisait rêver, quoi, les joueurs américains et tout. Donc ça, c'est le premier point de la NBA. Ensuite, il y a le côté, ils sont très très forts pour se faire diffuser, pour être bien médiatisés, pour être bien mis en avant. Donc ça, c'est le deuxième point où ils sont très supérieurs au basket français. Et le troisième point, après, c'est pour les puristes, c'est le niveau de jeu quand même. Niveau de jeu, c'est quand même autre chose. Ouais, effectivement. Pour moi, c'est les 3 points. D'accord. C'est rêver, c'est mieux médiatisé, mieux diffusé, et ensuite, à un moment donné, il n'y a pas à chier, quoi. Ça joue mieux, quoi. C'est les meilleurs joueurs. D'accord. Alors, avant de développer sur la NBA, on reste encore un peu sur le basket français. Est-ce que la Ligue nationale de basket a commis des erreurs de communication? Et si oui, lesquelles? Ayon, tu veux me créer des problèmes, toi? Oui, moi je pense que oui, la Ligue, mais c'est pas forcément à mettre que sur le dos de la Ligue, mais oui, à la Ligue, à un moment donné, il y a des gens qui n'ont pas pris les bonnes décisions. Notamment récemment sur des histoires de diffusion, notamment aussi sur la façon, et à mon avis c'est le point le plus important, c'est la façon d'aborder la médiatisation de la Ligue. C'est-à-dire, moi je trouve que on est sur un sport qui intéresse pas mal les jeunes, et les jeunes, ils regardent pas le basket français. Les jeunes à 15 ans, ils regardent direct la NBA. Alors que peut-être ils habitent Cholet, ils habitent Limoges, tu vois, ils habitent des villes de basket. Quoi, Oui, oui. Mhm. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que sur les réseaux sociaux, la Ligue nationale de basket a du retard. La plupart des clubs aussi ont du retard. Les joueurs ont du retard. Et ça joue beaucoup. Quand je dis réseaux sociaux, c'est au sens très large, hein. C'est Twitter, Insta, bien sûr, mais c'est aussi YouTube, c'est aussi Twitch, en Oui. termes de diffusion, de highlight, de comment tu intéresses les plus jeunes, en termes aussi de raconter l'histoire du basket français. Genre, il n'y a pas de documentaire, il n'y a pas vraiment de site qui va loin et qui pousse, comme on fait nous sur Trash Talk sur la NBA, sur c'était comment avant. Tu vois, le côté vintage un peu du basket français. Et pourtant, des histoires à raconter, il y en a plein, hein. Bah, pour le coup, basket rétro, il y avait pas mal de choses. Après, c'est un peu. C'est peut-être pas très connu. C'est sans doute ça. Peut-être que dans ce cas-là, il faudrait que la Ligue, elle aide à médiatiser des sites comme Basket Rétro. À faire en sorte que plus de gens soient au courant que Basket Rétro fait ça, et que du coup, il y ait plus de gens qui viennent le lire, et que du coup, par effet de ricochet, si j'ose dire ainsi, ça intéresse de plus en plus de monde. Ouais, Moi, d'accord. la principale erreur, si on peut dire ainsi, elle est là. C'est d'avoir sous-estimé ce qui s'est passé les 15 dernières années au niveau médiatique, quoi. D'accord. Les sports de haut niveau n'ont pas le choix, ils doivent s'adapter à leur temps et communiquer comme il faut au moment où il faut. D'accord. Alors, justement, est-ce que le brillant parcours des équipes de France masculines et féminines lors des Jeux de Tokyo peuvent changer la donne et pousser même le public français à s'intéresser à ces clubs? Changer la donne, non. Par contre, faire beaucoup de bien, oui. Pourquoi je te dis non à changer la donne? Parce que pour changer la donne, tu peux pas te contenter de dire ah, l'équipe de France, les filles, elles ont trop cartonné au JO, ah super, Marine Johannes, Olivia Ipupa et tout, tu vois, Sandrine Gruda et compagnie. Ça suffit pas. Il faut que derrière, il y ait un peu de pérennisation. Il faut construire sur le succès de l'équipe de France. Tu peux pas juste miser dessus. Donc ça veut dire que derrière, il faudrait que la Fédé, là peut-être c'est plus à la Fédé qu'à la Ligue, mais que la Fédé, elle travaille, et elle, comment on dit, j'allais dire, elle profite, tu vois, de cette occasion qui lui est donnée pour mettre en avant ses joueuses et ses joueurs aussi. Je veux dire, Evan Fournier, tu vois, Evan Fournier, il fait le boulot là. Il est présent sur les réseaux sociaux, il attaque le ministre, il se retrouve à aller bouffer avec le ministre de l'éducation, tu sais, pour parler de Oui. la façon dont le sport est enseigné en France et tout.
ça, quelque part, ça va faire rayonner le basket. Mhm, Rudy Gobert, que Bastien a interviewé il y a pas longtemps, là, il a dit dans son interview, je sais pas si tu l'as lu, mais qu'en gros, lui, il pense qu'il y a tout un travail à faire en France pour donner une meilleure place au basket dans le monde du sport en général. Donc ça, c'est sa vision de basketteur. Mais ça, c'est des trucs sur lesquels les fédés, les ligues et les clubs doivent construire. Ils doivent construire pour faire de ces mecs-là et de ces filles-là des exemples que les gamins, ils ont envie de copier, quoi. C'est comme ça que tu fais grandir un sport. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, quand ton équipe de France, elle est performante, bah ouais, facile, ça c'est sûr. Mais c'est pas un coup de baguette magique, non, c'est le début du travail en fait. Il y a du boulot derrière. Alors en parlant de travail, il y en a un qui en fait beaucoup, c'est Tony Parker. Parce qu'après avoir fait tourner les yeux des fans vers la NBA, maintenant il développe l'Asvel. Alors quel regard portez-vous sur ce qu'il fait depuis 20 ans, d'abord en tant que joueur, mais j'ai presque envie de dire surtout désormais dans le rôle de dirigeant? Ah bah, en tant que joueur, Tony Parker, je pense que tu demandes à la Fédé les stats de licenciés au début des années 2000 quand Tony Parker a débarqué en NBA et tu prends les mêmes stats de licenciés 15 ans plus tard, une fois que Tony est au sommet, je pense que ça n'a rien à voir. Je mens même pas, je pense qu'on était dans les 300, 350 000 à l'époque et maintenant on est à 650 000. C'est pas que grâce à Tony Parker, hein, mais je pense que ça a bien contribué. Je pense qu'il a contribué à plusieurs choses. Bon, déjà, même si en France on a tendance à toujours critiquer nos sportifs, ceux qui gagnent quand même, on finit toujours par les respecter. Tony Parker, il en fait partie. Ensuite, le mec, il a réalisé un rêve que plein d'autres mecs aimeraient faire, quoi. Tu débarques à 19 ans aux États-Unis et tu casses tout. Il y a qui a fait ça en fait vraiment? Il n'y a pas grand monde. Donc il est ultra respecté à ce niveau-là. Et maintenant, ce que je trouve vraiment admirable, c'est qu'il a gagné beaucoup d'argent, il est connu, il n'a plus rien à prouver, Tony Parker, si tu veux. Oui. Ce que je trouve admirable, c'est qu'il rentre dans le pays qui l'a formé, la France, et il a l'intention, comme il l'a déjà dit, il a l'intention de rendre un peu la monnaie de la pièce à la formation française, à travers l'ASBEL. Et ça, je trouve ça vachement bien, quoi. Donc maintenant, il est encore un peu trop tôt pour juger ces trucs, c'est-à-dire ces décisions en tant que dirigeant. On en reparlera dans quelques années. Et honnêtement, ça démarre bien, quoi. On voit qu'il s'allie avec l'Olympique Lyonnais, peu importe ce qu'on pense de l'Olympique Lyonnais, mais c'est une grosse structure sportive à laquelle il s'associe. On voit qu'effectivement c'est sérieux et il n'est pas là pour rigoler a priori. Non, il n'est pas là pour rigoler, il va faire bouger les choses. Et puis ce qui peut être intéressant, c'est que ça peut donner des envies et des idées à d'autres derrière. On voit que Nicolas Batum y suit. Ça se trouve, Evan Fournier et Rudy Gobert, qui sont beaucoup plus jeunes, mais qui donc ont encore des carrières à faire, quoi. Tu vois, ils sont encore loin de la retraite par rapport à Tony, tu vois. Mais peut-être que eux, ce genre d'exemple va les inspirer, tu vois. Si on pouvait avoir nos joueurs français qui réussissent aux États-Unis, qui deviennent multimillionnaires et qui reviennent après investir dans des clubs français, ah bah là, je peux te dire que le basket français, il va gonfler, hein, il va monter. Forcément. L'argent, ça joue, hein. Oui, clairement. Bon, bah, excellent. Alors, on change un peu de thématique. Alors, à titre personnel, comment êtes-vous devenu fan de basket et donc plus particulièrement de NBA et des Phoenix Suns? Voilà, à l'adolescence, j'avais des amis avec qui on jouait au basket en club, dont le père avait Canal+. Moi, il n'y avait pas Canal+, chez moi. Et donc, à partir de 12-13 ans, là, quand les parents ils ont commencé à lâcher un tout petit peu la bride, on a pu commencer à se faire des gros samedis après-midi de replay de matchs de basket enregistrés sur des VHS par le père. Ouais. Et même après, un peu plus vieux, on se faisait en direct le vendredi soir, notamment les playoffs. C'est un peu la fête, hein, je te cache pas. Ouais, je me doute, ouais. Et donc c'est comme ça que je m'y suis mis. Et donc moi en fait, je suis d'une région, je suis à côté de pas très loin de chez moi, il y a Cholet Basket. Donc à la même époque, j'allais aussi à la Meilleraie. Oui. À la salle de Cholet. Donc j'ai vu jouer, j'ai vu jouer Rigaudot là-bas. J'ai même vu jouer là-bas Michael et Richardson sur la fin. D'accord. Je sais pas si tu te souviens, quand il avait genre 42 ans, le mec il mettait des races à tout le monde. Ouais. C'était incroyable à voir. Donc t'as quand même suivi le basket français alors? Comment? T'as quand même suivi le basket français alors? Ah bah carrément. Bien sûr j'ai suivi le basket français. Mais ce qui m'a passionné et ce qui m'a vraiment rendu fan de basket, c'était la NBA. C'est Charles Barkley, Kevin Johnson, c'est Michael Jordan, évidemment, hein, Michael Jordan, Magic Johnson, les Bad Boys, enfin tu vois, toutes ces histoires incroyables qu'on nous racontait et qui venaient des États-Unis et dont on pouvait regarder un peu quelques petits matchs à droite à gauche de temps en temps, quoi. D'accord.
Alors, votre compère Bastien de Trash Talk et certains spectateurs de vos vidéos vous charrient régulièrement sur votre âge. Mais très sérieusement, quelle différence y a-t-il entre le traitement de la NBA en France à l'époque où vous avez commencé, donc là, à ce moment que vous évoquez, et son traitement aujourd'hui? Bah déjà, aujourd'hui, tu peux tout voir. Tout, 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 tout. Nous, on le voit hein, les jeunes qu'on croise, soit sur des événements. Bon, en ce moment, il n'y en a pas trop avec qui on discute sur les réseaux sociaux. Tu vois, tu as des mecs de 20 ans, ils se passionnent pour le basket, ils rossent YouTube, c'est vraiment le mot. Franchement, ils s'y connaissent aussi bien que moi. Hein. Aussi bien que moi. Parce que tu peux tout voir aujourd'hui. Oui. Ils ont besoin d'être très fortunés. Tu peux avoir ou la chance d'avoir des parents, si tu es encore chez tes parents, qui ont un abonnement à Beansport ou quoi, tu peux voir plein de matchs. Sur YouTube, il y a un nombre de trucs à regarder qui est complètement incroyable. Tu peux te renseigner sur des Wikipédia, des basketball références où tu lis Trash Talk. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu bouffes les apéros et tout. Aujourd'hui, gratuitement, tu peux largement suivre la NBA et voire même mieux, tu peux suivre la NBA et te faire ta culture. Donc, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, quoi. Moi, je vais parler comme un ancien combattant, mais honnêtement, il n'y avait pas Internet, quoi. Il n'y avait pas Internet. Ouais, c'est un truc de fou quand on y pense. Il n'y avait pas Internet, donc, je te cache pas qu'on voyait moins de highlights, hein. Forcément. Parce que c'était 5 majeurs et Canal Plus de temps en temps, quoi. Exactement. Canal Plus de temps en temps et des abonnements à des magazines genre mensuels et tout. C'est trop bien, hein. Moi, j'adorais et tout recevoir mon magazine, mais tu vois bien qu'en termes de niveau d'information et de vitesse de circulation de l'info, tu vois, c'est un peu moins rapide que Twitter, quoi. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas un côté plus mythique, du coup, pour la NBA avant parce que forcément, plus c'est rare, plus c'est précieux, quelque part. Peut-être, mais j'en suis même pas sûr. Moi, je t'avoue, je préfère aujourd'hui. Hein. Mon regret de l'époque, j'ai adoré et tout, c'était génial, mais je préfère aujourd'hui. Moi, j'envie les mecs qui ont 16 ans aujourd'hui et qui découvrent le basket et qui se passionnent tout d'un coup. Et en gros, ils ont la possibilité de devenir fans des Memphis Grizzlies, quoi, tu vois. Ouais. Donc ça, moi, c'était pas possible. Hein. Ouais, parce qu'il y avait en gros Canal+, c'était le choix du gros match finalement. Ah bah oui, tu regardais surtout les playoffs, donc en gros, t'étais fan des grosses équipes. Hein. Ouais, d'accord. C'est pour ça que tu fan des Suns. À l'époque, c'était une grosse équipe. D'accord, ok. Ça l'est toujours aujourd'hui d'ailleurs. Ah ouais, bah oui, finalement, l'interview tombe bien, parce que si c'était fait il y a 3 ou 4 ans, bon. C'est clair. Bon, alors, est-ce que vous pouvez présenter Trash Talk, la genèse du projet et le travail réalisé? Je sais que c'est une question un peu grosse, mais bon, je pense que c'est important de parler de votre boulot. Trash Talk, c'est un multimédia, c'est-à-dire qu'on est sur plein de supports. Ça a été créé par Bastien en 2012 avec Julien. Et moi-même, je suis arrivé très peu de temps après, hein, dès le début de l'année 2013, avec plusieurs autres gars qui sont encore dans l'aventure aujourd'hui. Aujourd'hui, on est très fiers parce qu'on est quasiment tous salariés de Trash Talk, à temps plein. Et donc ça, franchement, voilà, un média qui est parti de rien et tout, on est quand même très content. On entame notre 10e saison, mine de rien, là, cette année, de NBA. Donc quand je disais multimédia, c'est donc site internet, réseaux sociaux, chaîne YouTube, chaîne Twitch, on écrit des livres, on fait des boîtes de jeux, on fait de l'événementiel. On fait beaucoup de choses maintenant, sur plein de sujets différents en fonction des envies et des possibilités aussi qu'on a, hein, parce que l'envie c'est bien, mais après il faut que ça soit faisable. Donc voilà, les gens qui ont monté Trash Talk sont tous des passionnés d'écriture à la base et de basket. Donc mais Trash Talk c'est vraiment un média qui vient de l'écrit à la base. On a transformé dans plein d'autres choses, en vidéo, en réseaux sociaux, en événements, tout ce que tu veux, mais quand même, l'écrit reste le nerf de la guerre chez nous et notre passion. D'ailleurs, du coup, c'est pour ça que les livres sont, somme toute, une suite logique. Exactement, le livre c'était un vrai rêve pour nous. Quand on nous a proposé le premier livre, on s'est regardé, on avait tous des étoiles dans les yeux, tous. Ça veut dire juste au-delà même de la réussite ou pas du projet, juste d'écrire un livre et de mettre notre nom à la fin, c'était un truc de ouf. Voilà. Ouais. Je connais ça parce que moi j'ai ton livre ici. Hein. Ouais, alors moi c'était en auto-édition donc c'est un peu différent, mais ouais, je vois très bien quand même. Alors, du coup, hors période de pandémie, la NBA organise régulièrement des événements sur le sol français. Bon, il y a eu un petit creux entre 2010 et 2015 peut-être. Mais est-ce que vous avez eu l'occasion de créer des liens avec des membres de la Ligue et sont-ils conscients du travail que vous effectuez? Parce que vous avez quand même interviewé quelques gars. Ah oui, tu parles de joueurs ou tu parles de gens de la NBA? Bah, je parle d'abord de gens de la NBA, mais du coup ça se répercute, j'imagine, sur les liens avec certains joueurs, notamment les anciens. Bien sûr. Bah, nous,
très bons liens avec les gens de la NBA. Ils ont tout un pôle de gens qui bossent, qui sont installés à Londres ou à Madrid, qu'on connaît, pour la plupart on se connaît maintenant, depuis le temps qu'on est là. Il faut aussi souligner le taf de Beansport là-dessus. Et donc tout ça, évidemment, c'est pas un gros milieu, donc tout le monde se connaît. On a bossé ensemble sur pas mal de choses, notamment les viewing parties, les soirées qu'on a fait en 2017, 2018, 2019, là, enfin jusqu'au confinement, quoi. Mhm. Et oui, ça nous a permis de rencontrer quelques joueurs américains, notamment Gary Payton. C'était quand même une rencontre assez incroyable. Après, les joueurs français, là, ça se fait plus de nous, de manière directe. On connaît les agents, on connaît les joueurs, donc voilà. Donc ça se fait de manière plus naturelle, ça passe pas forcément par la NBA, si tu veux. D'accord. Est-ce que les instances du basket français, c'est un peu la dernière question sur eux, essayent de vous séduire ou en tout cas de vous proposer des projets également? On a eu des discussions. Après, le souci vient plus de nous, pour être tout à fait franc. C'est-à-dire que nous, on est comme ça d'extérieur, on peut avoir l'air d'être un gros média, mais en fait, on est un petit média avec un tout petit effectif. Et on n'a pas de vrais spécialistes de basket français chez nous. Et donc ça, c'est un vrai souci parce que c'est pas qu'on veut pas, c'est que qui va le faire, qui s'y connaît vraiment. Moi, je me sens pas de commencer à faire des vidéos sur le basket français alors que je connais pas bien le championnat, je connais pas tous les joueurs et tout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Ça ferait vraiment de briques et de broc, ça serait opportuniste et c'est tout, quoi. Ouais, du coup, c'est pas vraiment c'est pas vraiment le style de la maison. D'accord. Donc, on préfère, pour l'instant, laisser ça à d'autres qui le font très bien. Et peut-être qu'un jour, on y viendra si on fait les bonnes rencontres. Bon, déjà, vous faites un peu, enfin même beaucoup, la promo de l'équipe de France pendant toutes les compétitions. C'est à fond. On adore l'équipe de France, ça c'est clair. Mais nous, on différencie bien les compétitions internationales Oui, bien sûr. des compétitions domestiques. Quoi. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pas du tout la même chose. L'équipe de France, bah oui, je connais tous les joueurs. En plus, la plupart, ils sont NBA de toute façon. Mais justement, l'équipe de France, elle permet malgré tout de faire connaître quelques mecs. Je veux dire, par exemple, Nando De Colo à NBA, c'est personne, mais Nando De Colo dans le basket FIBA, franchement, c'est une légende. Bien sûr, et même des mecs moins légendaires que Nando, hein. Vincent Poirier, oui, tout à fait. Andrew Elbissi, tu vois, ces gars-là qui sont moins connus et tout, l'équipe de France, pour eux, c'est une vraie belle plateforme. Ouais, et puis en plus, Nando De Colo, il est en soi, donc il a vraiment tout pour lui, ce mec. Ah bah, il a tout pour lui. Bon, alors, dernière petite partie. Quels sont vos pronostics, ou du moins les tendances que vous voyez se dégager pour ces prochains mois? Je pense que, comme souvent, dans beaucoup de saisons régulières, les grosses équipes vont quand même faire la course en tête. Je pense que cette année, les Nets, ils vont vouloir finir premier de l'Est. Je pense que de l'autre côté, on peut avoir des surprises à l'Ouest parce que les Lakers se sont renforcés, mais il y a quand même des joueurs assez vieux et tout, on verra ce que ça donne. Je pense que les Suns et le Jazz vont encore être là. Et puis, je serais pas surpris que les Pacers soient une belle surprise cette saison, avec leur nouveau coach Rick Carlisle à l'aide. D'accord, d'accord. Alors, hormis Rudy Gobert, l'ancien de Cholet, encore un, devenu multiple meilleur défenseur de l'année, quels sont les joueurs français à suivre cette saison? Il y a Evan Fournier, bien évidemment, qui est quand même le meilleur attaquant français en NBA depuis Tony Parker, qui a signé au New York Knicks, donc en plus dans une grosse franchise, un gros marché, comme on dit, très connu et tout, donc ça va vraiment être quelque chose à suivre. Ensuite, tu as le jeune Frank Ntilikina qui lui est parti des New York Knicks pour aller à Dallas et on espère qu'il n'a pas bien réussi à New York, donc on espère qu'il va mieux réussir à Dallas. Et puis après, bien évidemment, Nicolas Batum, qui est en train de renaître incroyablement bien depuis qu'il est à Los Angeles chez les Clippers. D'accord, d'accord. Alors enfin, pour conclure, une question, je dirais, assez ouverte. Quelles sont vos ambitions ou vos rêves concernant Trash Talk, la NBA et ou le basket? Waouh. Nos rêves concernant Trash Talk, rêves. Je sais pas. Interviewer LeBron James. D'accord. Ah oui, bah oui, pour vous, c'est votre numéro 1. Pour n'importe quel média de basket. Hein. Non, mais je veux dire, même du top 100 de l'histoire. Un de 10 journalistes qui tendent un micro. Hein. Interviewer LeBron James. Asseoir dans un petit chaise et avoir 10 minutes, quoi. Tu vois? L'interviewer. C'est ça, le truc ultime, c'est ça? Ultime, je sais pas. Mais là, tu me demandes comme ça. À chaud. Ouais, ça fait partie des très gros trucs, je pense. Ouais. Ok, ça marche. Bon, bah écoute, super. J'ai fait le tour de ce que je voulais te demander. Merci beaucoup d'avoir pris tout ce temps. Merci à toi.
C'était sympa. Et puis bon courage pour tout le boulot que vous avez à faire prochainement. Et bravo pour ce que vous avez déjà fait. Voilà. Au revoir et merci encore.